Aujourd'hui, j'annonce que notre bureau va poursuivre Nick Reiner, accusé d'avoir tué ses parents Rob Reiner, acteur-réalisateur, et Michelle Singer Reiner, photographe et productrice. Ces accusations porteront sur 2 chefs de meurtre au premier degré, avec la circonstance aggravante de meurtres multiples. Qui est exactement Nick Reiner? Pour ce type accusé d'avoir brutalement assassiné ses célèbres parents, Rob Reiner et Michelle Singer, chez eux, qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire cela, si c'est vrai? Quel est son passé? Quelle était leur relation? Voici une analyse approfondie du suspect dans l'un des crimes de célébrité les plus choquants de tous les temps. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nick Reiner, 32 ans, a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré avec circonstances spéciales pour les meurtres de son père, le réalisateur Rob Reiner, et de sa mère, la photographe et productrice Michelle Singer. À Los Angeles, ils ont été retrouvés assassinés dans leur maison de Brentwood dimanche. Il a été rapporté, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé par les autorités, qu'ils ont subi de multiples coups de couteau. Et maintenant, ils risquent la prison à vie, voire même la peine de mort. C'est un véritable choc et c'est inconcevable. Il est inconcevable qu'un fils puisse faire cela à ses parents si ces allégations sont vraies. Alors on s'est dit, enquêtons à fond sur Nick Reiner, d'accord? Nous devons comprendre cela. Nous voulons enquêter à fond sur lui, connaître son passé et ce qui s'est passé ici. Si ces allégations sont vraies, qu'est-ce qui aurait pu le pousser à assassiner ses propres parents de sang-froid en les poignardant prétendument? Nick Reiner est né le 14 septembre 1993. Il est le deuxième des 3 enfants de Rob Reiner et Michelle, mariés en 1989, après s'être rencontrés sur le tournage de Quand Harry rencontre Sally. Nick a un frère aîné, Jake, et une sœur cadette, Romy, que nous allons aussi évoquer. Au fil des années, nous avons vu Rob et Nick ensemble. Par exemple, Rob a été interviewé en 1998 par un chroniqueur du Times. Quand Nick avait seulement 5 ans, il faisait ensuite cette interview pendant le déjeuner. Et Nick apparemment tournait autour de la table, comme le font les enfants. Et Rob a dit au journaliste, « Il est mou, il bouge tout le temps, il est né comme ça. » En sortant de chez le médecin a dit, « Celui-là gigote beaucoup. » Mais Nick aurait commenté que lui et son père, ils n'ont pas vraiment créé de lien quand il était plus jeune. Selon The Blast, des proches ont confié au Daily Mail que Nick avait eu des difficultés et était intense enfant. Il y avait une professeure de yoga qui travaillait pour la famille. Elle aurait apparemment dit, je cite, « Nicky faisait irruption comme si le monde était en feu, hurlant pendant nos séances de yoga. Il criait vraiment. Je n'ai jamais vu un tel enfant. » Elle a pas même affirmé que la famille avait engagé un thérapeute. Mais c'est son adolescence qui a été particulièrement problématique. À ce moment, Nick luttait contre une dépendance à l'héroïne et enchaînait les cures de désintoxication. Il a même fini par se retrouver sans abri. Nick a confié au magazine People en 2016 qu'il avait suivi 17 cures de désintoxication et connu l'itinérance dans le Maine, le New Jersey et le Texas. Il a ajouté « J'ai passé des nuits dans la rue, j'ai passé des semaines dans la rue, ce n'était pas amusant. » Le New York Times indique qu'il a commencé la drogue à 15 ans et suivi un traitement contre la toxicomanie à cet âge. Si jeune. Et au fil des années, Nick parlait de cela. Comme l'a rapporté le New York Times en 2018, Nick a révélé lors d'une interview dans le podcast Dopey que, alors qu'il était éveillé, sous l'effet de la cocaïne pendant une longue période, il a détruit la maison d'amis de ses parents où il séjournait en, je cite, frappant différentes choses. Une télévision, une lampe. Il aurait également perdu le contrôle dans un centre de traitement en lançant une pierre à travers une fenêtre. Il a déclaré dans le podcast « J'étais perdu sans rien savoir sur moi ni sur le monde et c'était mon seul mécanisme d'adaptation ». Il a en fait expliqué cela un peu plus en détail lors d'une interview en 2016 avec l'humoriste Paul Mercurio, comme l'a rapporté le Los Angeles Times, où Nick a dit, je cite, « Je n'avais aucune identité et aucune passion, et je pense que la raison pour laquelle je n'avais pas d'identité, c'est parce que j'ai un père célèbre et un grand-père célèbre. » En parlant de Karl Reiner. Et la célébrité façonne en quelque sorte qui tu es. Je voulais me créer une identité plus rebelle, en colère et dépendante à la drogue. Il a ajouté qu'il n'avait rien à faire ni à attendre. Apparemment, c'était très dur pour Rob et Michelle. Un proche aurait déclaré que Michelle a dit « Nous avons tout essayé, nous ne savons plus quoi faire ». 2015. C'est un moment important à évoquer ici. Non seulement Nick semble s'en sortir à ce moment-là, mais il coécrit également le film Être Charlie,
qui est sorti en 2016. Et il s'agit d'un jeune homme dépendant à la drogue et de sa relation difficile et conflictuelle avec son père. Son père, dans le film, est un ancien acteur qui se lance en politique et qui est essentiellement présenté comme froid et distant. Il s'agit de leur relation et de la tentative de rétablissement du jeune homme. Le père de Nick, Rob Reiner, a réalisé le film, et cela s'est avéré être une période où Nick et Rob se sont rapprochés. Ils ont vraiment beaucoup appris sur leur relation et leur dynamique pendant la tournée de promotion du film. Par exemple, Rob a déclaré au New Yorker que travailler là-dessus avec Nick, c'était comme être en thérapie avec lui. Il a déclaré dans Build que Nick était, je cite, le cœur et l'âme du film, et qu'il comptait sur lui pour apporter honnêteté et vérité. Pendant ce temps, Nick a déclaré au New Yorker qu'il avait appris davantage sur son père et sur l'amour que celui-ci lui porte pendant ce tournage. Je cite, en le voyant dans son élément, faire ce qu'il aime le plus. Nick a confié à People avoir des parents très aimants et soutenants. Selon le New York Times, Charles Berg, producteur de Being Charlie, a qualifié le film de projet Passion pour Rob. Et il a fait ce film pour son fils. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était son cadeau au monde pour reconnaître son fils, pour dire je t'aime et je veux partager ton histoire. Et c'était intéressant de voir comment Rob parlait apparemment de ses regrets qu'il avait concernant son fils. Selon le New York Times, dans une interview en 2015, il semblait suggérer qu'il avait trop compté sur les professionnels pour gérer les problèmes de dépendance de son fils. Il disait nous étions désespérés, et parce que ces gens avaient des diplômes accrochés au mur, nous les avons écoutés alors que nous aurions dû écouter notre fils. Michel a d'ailleurs ajouté à propos de Nick nous étions tellement influencés par ces gens, ils nous disaient qu'il était un menteur, qu'il essayait de nous manipuler. Et nous les avons crus. Rob Reiner a ajouté lors de cette interview dans la série Build, tout ce processus, pour moi, je ne peux parler que pour moi-même, ça m'a vraiment permis de mieux le comprendre. Et je pense que ça a fait de moi un meilleur père. Je dis tout cela, vous voyez une famille qui se réunit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe si les allégations sont vraies? Qu'est-il arrivé avec Nick? C'est là que ça devient compliqué, parce que la période précédant le moment où Rob et Michel ont été tués, à l'exception d'une fête la veille dont nous allons parler, les choses avec Nick semblaient peut-être aller bien. Il y avait le directeur de la photographie Barry Markowitz qui a déclaré à Page Six qu'il vivait récemment chez les Reiner à Brentwood. Selon ABC, un ex-agent de sécurité a confirmé que Nick vivait chez ses parents dans une maison d'amis. Markowitz a précisé que Nick paraissait normal, en forme, qu'il faisait du sport, et il a ajouté il avait l'air en pleine forme, il était assis et parlait avec la famille. Ils dînaient ensemble, à l'ancienne, et avec beaucoup d'amour, toujours beaucoup d'amour. Il a ajouté il aidait, sortait les poubelles, regardait la télé, faisait la vaisselle, sans rien remarquer d'inhabituel. Il ne peut pas expliquer les 360, c'est sa perception. Peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passait en coulisses. Mais il a souligné que les parents de Nick étaient toujours là pour lui. Citation. Ils lui ont tout offert, testant 1000 solutions, non pas financièrement, mais en l'inscrivant dans des établissements prestigieux. Rob n'a jamais abandonné et a tout tenté. Si vous le connaissiez, c'était un concentré d'amour. Et Markowitz a dit de Michel, je cite, elle était la chef, elle était la force, le pilier. Et en fait, laissez-moi ajouter ceci. Rob avait récemment parlé de son fils en septembre dernier. C'était dans le podcast Fresh Air de National Public Radio, et on lui a demandé « Écoutez, étiez-vous trop occupé pour votre fils? Ne lui avez-vous pas accordé assez d'attention ?» Et Rob a répondu « Non, non, je n'ai jamais été trop occupé. En fait, si jamais, c'était plutôt l'inverse. Vous savez, j'étais plus impliqué et j'essayais de faire tout ce que je pensais pouvoir faire pour aider. Et vous savez, je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Et vous savez, j'en ai parlé avec lui depuis, vous savez, il a été formidable. Il n'a pas touché à la drogue depuis plus de 6 ans. Je veux dire, il est dans une très bonne situation, une bien meilleure situation, il est bien maintenant. Maintenant, je dirais que peut-être que Nick était sobre à ce moment-là, il y a quelques mois. Je ne peux pas confirmer ce qu'il consommait ou non à ce moment-là, et je ne peux pas confirmer qu'il est resté sobre de façon continue depuis la sortie de Being Charlie. Parce que, comme l'a rapporté la Bible, tu te souviens de cette interview de 2018 dont j'ai parlé, où Nick s'est assis pour le podcast The Dopey. À ce moment-là, il a indiqué qu'il n'était pas sobre. Il a déclaré ne pas abuser de l'héroïne, mais a reconnu avoir rechuté peu après la sortie de Being Charlie. Il était à nouveau dans la drogue et a raconté avoir eu, selon ses mots, une crise cardiaque liée à la cocaïne. Revenons à ce qui s'est passé ici. L'une des difficultés quand on parle de Nick Reiner, et cela est très bien rapporté, est expliqué par le Los Angeles Times.
Il n'y a vraiment pas grand-chose de connu publiquement sur ce que Nick a fait depuis la sortie de Bing Charlie. Il y a des photos de Nick aux côtés de sa famille en septembre dernier au Egyptian Theatre à Hollywood. C'était pour la première de Spinal Tap 2, The End Continues, que Rob a réalisé. Nick a certainement l'air très différent, sa tête est plus rasée de près, il a une barbe, il semble avoir pris du poids. Et selon le New York Post, un ami de la famille affirme que Nick consommait à nouveau de la drogue avant l'attaque présumée. Rob et Michelle étaient très inquiets pour l'état mental de Nick. Selon un ami de la famille, Rob disait craindre que son état mental ne se détériore. Ces pauvres gens ont tout fait pour aider ce garçon. Et ensuite, nous arrivons à 24 heures avant l'annonce de la mort de Rob et Michelle. Il a donc été rapporté que Nick et Rob se sont disputés lors d'une fête de fin d'année organisée par Conan O'Brien à Pacific Palisades. Selon le Hollywood Reporter dans Page 6, Nick n'avait apparemment pas été invité, mais ses parents ont demandé s'il pouvait l'amener. Il aurait apparemment erré dans la fête, interrompant les conversations des gens et demandant des choses comme « Comment tu t'appelles ? Quel est ton nom de famille ? Es-tu célèbre ?» Et cela aurait apparemment inclus Nick s'approchant de l'acteur Bill Hader, l'ancien de Saturday Night Live, qui aurait dit à Nick qu'il avait une conversation privée. Nick l'aurait simplement fixé du regard, puis serait parti furieux. Et plus tard, c'est à ce moment-là que Rob et Nick se seraient apparemment disputés. On rapporte qu'il y a eu une dispute bruyante, probablement à propos du comportement de Nick lors de cet événement, puis Rob et Michelle sont partis peu après. Que se passe-t-il ? Il a été rapporté que ce dimanche-là, la fille de Rob et Michelle, Romy dont j'ai déjà parlé, c'est elle qui les a trouvés. D'après un article du New York Times, une masseuse a contacté Romy parce qu'elle n'arrivait pas à joindre le couple qui avait un rendez-vous ce jour-là. Et en fait, c'est une nouvelle choquante. L'ancienne première dame, Michelle Obama, a déclaré dans l'émission Jimmy Kimmel Live qu'elle et son mari, l'ancien président Barack Obama, avaient prévu de voir Rob et Michelle le jour où ils ont été retrouvés. Donc nous parlons encore une fois de multiples blessures par arme blanche signalées. Et il y a même des informations qui circulent, et je déteste dire ça, selon lesquelles le couple aurait pu avoir la gorge tranchée. Maintenant, je vais vous dire officiellement que la cause du décès, à l'heure actuelle, au moment de cet enregistrement, n'a pas encore été officiellement communiquée. Mais selon TMZ, lorsque les forces de l'ordre sont intervenues vers 15h40 ce dimanche-là, la question se pose, était-il mort depuis plusieurs heures ? Nick aurait en fait été vu s'enregistrer au Pierside Santa Monica tôt le matin. Que la douche était pleine de sang, il y avait apparemment des draps suspendus à la fenêtre. Donc, puisque les corps de Rob et Michelle n'ont été découverts que plus tard dans la journée, une question se pose. Aurait-il pu être tué et attaqué dès le samedi soir après la fête de Conan O'Brien? Vous voyez, il a aussi été rapporté par le Way que Romy a déclaré aux autorités que Nick devrait être un suspect et considéré comme dangereux. Nick a été arrêté quelques heures plus tard dans une station de métro près de l'University of Southern California à Exposition Park. Une vidéo a été publiée montrant les moments précédant cette arrestation ainsi que l'arrestation elle-même. Apparemment, il se trouvait dans une station-service quelques minutes auparavant. Pour être clair, après avoir exposé tout sur Nick Reiner, aucun mobile n'existe. Aucun mobile officiel n'a été évoqué pour les meurtres présumés, mais comme je l'ai dit, il est accusé de meurtre. Il est désormais représenté par l'avocat Alan Jackson qui a aussi défendu Karen Reed. C'est un avocat réputé. Hier, Nick ne s'est pas présenté au tribunal car, selon Jackson, il n'avait pas encore reçu l'autorisation médicale. Je vais en parler, mais avant, j'invite un expert des forces de l'ordre pour en discuter. Steven Zechick du Hollywood Reporter a parlé de Rob Reiner après sa mort. Et apparemment, il avait déjà parlé avec Rob dans le passé du combat de Nick contre la dépendance. Rob aurait déclaré que la priorité numéro 1 de tout parent est de garder son enfant en sécurité. Et je ne l'avais pas fait. Et maintenant, voilà que je l'ai fait. Je l'ai gardé en sécurité, il s'en est sorti vivant. Et Zaitchik a dit « En 2025, ces mots résonnaient sans cesse dans ma tête. » Oui, Nick s'en était sorti vivant, c'est Rob qui ne l'avait pas été. Je veux maintenant évoquer tout cela. L'enquête, ce qui pourrait se passer en coulisses et ce que cela signifie. Je veux dire, c'est une affaire tellement médiatisée et en pensant à Nick Reiner dans tout ça. Je suis donc rejoint par un invité vraiment exceptionnel, quelqu'un qui, à chaque fois qu'on l'invite, on se demande où va-t-il être. Un jour, il est à Washington, un autre jour, il est sur un bateau de croisière, un autre jour, il est à Londres, et là, il est assis avec moi. Chris Swanson, shérif du comté de Gen Z.
Merci d'être venu, c'est super de te voir à New York. Tu m'as fait un super cadeau. Je ne veux pas que quelqu'un oublie ça. On va en parler à la fin. C'est un cadeau vraiment, vraiment, vraiment spécial et ça compte beaucoup, alors merci beaucoup. On en parlera. C'est une histoire majeure, une histoire majeure. Je viens de présenter tout ce que nous semblons savoir sur Nick Rainer. Si ces allégations sont vraies, avec des homicides présumés en famille, avez-vous déjà eu affaire à ce type de situation? Avez-vous déjà vu cela? Nous manquons encore de détails et aucun mobile officiel n'a été communiqué. Mais quand on parle de quelqu'un qui a ce passé de toxicomanie, c'est troublant. Cela donne une perspective différente à ce contexte. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vu cela? Ce sont ce qu'on appelle des crimes passionnels et il y a tellement d'émotions, surtout lorsqu'il s'agit d'un coup de couteau. Je me souviens être allé sur une scène il y a plus de 25 ans où un gamin a tiré sur son père puis l'a poignardé plusieurs fois dans la poitrine. Il a brisé le couteau à steak dans sa poitrine puis a poursuivi les coups avec un autre couteau. Et bien souvent, quand ces coups de couteau arrivent et que la personne est juste en face, il y a une raison pour laquelle ils poignardent à plusieurs reprises. Parce qu'ils essaient de libérer cette rage qui s'est accumulée encore et encore. C'est différent que de simplement sortir une arme et tirer. On peut aussi tuer des gens comme ça. Mais dans ce cas, Rob Reiner et sa femme, c'est un meurtre de passion, de haine et de rage. Et est-ce que ça peut surgir de nulle part? Si vous demandez à la famille et aux amis, ils diront: je n'avais aucune idée qu'une chose pareille allait arriver. Et on en parle tout le temps. Les personnes qui commettent un meurtre pour la première fois, ça peut simplement surgir. Ils n'ont peut-être jamais enfreint la loi auparavant, peut-être n'ont-ils jamais eu de problème avec la justice. Cette dynamique familiale intérieure, vous savez, les gens peuvent être choqués par ça. Ils n'avaient aucune idée que cela allait arriver. Le 28 septembre, un tireur solitaire a conduit son camion dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Grand Lake, Michigan, tuant 4 personnes et blessant grièvement 8 autres, dont une dans un état critique. 1 heure plus tôt, il chassait l'oie avec ses amis et transportait des oies mortes dans son camion avant de foncer vers l'église sans que personne ne s'en doute. La clé, c'est ça. Souvent, c'est famille, mais il faut rester prudent et éviter les conclusions hâtives. Mais avait-il commis des violences en public? Non. Mais en coulisses, est-ce possible? Oui, mais elles peuvent soudainement craquer. Que se passe-t-il en coulisses dans l'enquête en ce moment? Évidemment, le procureur était très discret concernant les preuves et nous ne connaissons pas de mobile particulier ici, mais j'ai exposé tout ce que nous semblons savoir sur Nick Rainer. Les enquêteurs examinent-ils maintenant tout son passé? Est-ce qu'ils enquêtent sur cette fête à laquelle il a assisté avec ses parents la veille, apparemment chez Conan O'Brien? Interrogeant-ils des témoins de la fête? Jusqu'où pousse-t-il l'enquête pour comprendre ce qui aurait pu conduire à cela si les allégations sont vraies? Vous voyez, je pense qu'il est important de savoir que c'est le genre d'enquête où il n'y a probablement pas d'autres co-conspirateurs, donc cette partie-là est réglée. Les victimes sont mortes, le suspect en garde à vue est inculpé. Pourquoi cela s'est-il produit? C'est la grande question, et plus le meurtre est médiatisé, plus ces questions doivent trouver des réponses. Si j'étais l'enquêteur principal, je remonterais à la naissance de ce gamin. Je ne me contenterai pas de vérifier son téléphone, mais toutes ses communications. Nous ferions des mandats de perquisition pour chaque abonnement qu'il a jamais eu. Tout moyen de communication qu'il aurait pu utiliser, parler à la famille, à la fille arrivée sur place, ayant appelé le 911 et à chaque voisin ou quartier où il a vécu. Vous voulez poser des questions parce que c'est comme assembler un grand morceau de puzzle. Vous savez, cette personne peut penser que ce détail n'est pas important, mais quand vous l'ajoutez, cela commence à donner une image plus claire. Le fait que ce soit une célébrité influence-t-il l'enquête? Est-ce que cela complique l'enquête? Oui, absolument. De quelle manière? Parce qu'ils sont tellement en vue. Si tu observes les personnes impliquées et qu'on évoquait la proximité avec le meurtre d'O.J. Simpson, À 5 minutes de là, oui, et on en parle encore. Je parie que les gens que tu connais peuvent se souvenir où ils étaient quand ils ont vu la poursuite de la White Bronco parce que ça a captivé tout le monde. Tu sais, malheureusement, il y a des meurtres tout le temps, mais les meurtres très médiatisés ont une saveur différente. Tout comme tu sais, les gens qui tuent des membres des forces de l'ordre, ça a une saveur différente. C'est toujours ôter une vie, mais il y a quelque chose de plus. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué, parce qu'il y a une exigence plus élevée, une norme plus haute. comment traite-t-il la scène de crime et comment traite-t-il cette chambre d'hôtel où il séjournait apparemment? Là où il y avait du sang dans la douche, comment le traite-t-il? Donc, vous avez des périmètres extérieurs, intérieurs et en fait la scène elle-même. Donc, vous commencez comme avec un objectif grand angle et à partir de là, vous déterminez, parce que c'est un crime qui implique beaucoup de sang.
Vous tentez de vérifier ce chemin et la personne qui l'a prise, afin de presque tout reconstituer. C'est ce qu'ils feront. Rentrez à la maison. Il est clairement entré là-bas. Avons-nous des caméras chez les voisins d'en face? Quand est-il entré et combien de temps est-il resté? Ils peuvent ensuite localiser son téléphone. Son téléphone captait-il les antennes? Est-il resté 5 ou 15 minutes? Était-il assis dehors à prendre son courage avant d'entrer? Il faut répondre à ces questions. De plus, quand 2 personnes sont tuées au couteau dans la maison, elles ne meurent pas sur le coup. Alors, y a-t-il eu une lutte avec l'un pendant qu'il tuait le premier? On ne peut pas les tuer tous les deux en même temps. Ce n'est pas comme une fusillade. Donc vous allez voir, je n'ose même pas imaginer le sang qui a été éclaboussé partout dans la maison. Ils vont analyser tous ces différents motifs pour déterminer où se trouvait cette personne, malheureusement, lorsque le couteau est remonté ou lorsqu'il est descendu. C'est tout ce que cela fait vraiment. Dans un sens très surréaliste, ça peint un tableau. Ils n'ont même pas vraiment donné plus de détails sur la façon dont Rob et Michel ont été tués. Le procureur mentionne l'utilisation d'un couteau. La cause du décès reste inconnue à ce moment. Je veux dire, d'après les informations rapportées, on peut se faire une idée de ce qui leur est arrivé. Pourquoi les autorités restent-elles plus discrètes sur certains détails? Je pense qu'on veut préserver l'intégrité de l'affaire pour qu'elle reste solide et éviter des conclusions hâtives. J'ai lu ce matin un article contenant des informations inexactes de la veille. Et vous savez quoi? Les gens commencent à combler les vides. Donc il y a une façon de donner autant d'informations que possible, mais de retenir certaines informations jusqu'à ce qu'elles soient confirmées. Dès que vous diffusez quelque chose, chacun tire ses propres conclusions. Et il n'est pas rare que la cause et les circonstances du décès, les analyses toxicologiques, l'acide désoxyribonucléique, cela puisse prendre 6 mois. Donc ce n'est pas une enquête rapide. Ils ne résolvent pas les enquêtes en 1 heure comme à la télévision. Pourront-ils déterminer précisément l'heure de leur mort? C'est intéressant, car ils reviennent de la fête. Leurs corps ne sont découverts que plusieurs heures plus tard. Ils s'enregistrent dans cet autre endroit, cet hôtel, n'est-ce pas? On pense qu'ils auraient pu être tués. Peut-être juste après la fête, je veux dire, en supposant, si c'est bien lui qui a fait ça, peut-être tôt le dimanche matin. Mais il semble, d'après les éléments rapportés, qu'ils sont restés là pendant un certain temps. Dans quelle mesure les forces de l'ordre peuvent-elles déterminer précisément l'heure du décès? Les médecins légistes interviennent car la rigidité cadavérique apparaît en 12 heures, dure 12 heures, puis disparaît, offrant une fenêtre de 24 à 36 heures. Donc, selon le moment où ils sont venus pour mener leur enquête, ils vont pouvoir remonter le temps et dire que, dans cette plage horaire, c'est probablement à ce moment-là qu'ils sont décédés. Ils auraient pu rester immobiles, perdre leur sang et souffrir pendant 30 à 40 minutes. Ils souffrent d'un choc hypovolémique, c'est-à-dire d'une perte de volume sanguin. Ainsi se rapporte du médecin légiste, les vidéos et les images de caméra, ainsi que les téléphones portables. Combien de temps il est resté dans la maison? Combien de temps il n'y était pas? Ils vont pouvoir reconstituer une chronologie assez précise. L'excellent travail des forces de l'ordre ici. L'arrestation a été relativement rapide. Il ne s'est écoulé que quelques heures après l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, avant qu'ils ne l'arrêtent. C'était intéressant car une vidéo serait sortie montrant Nick Reiner dans une station-service. C'est juste avant l'intervention et l'arrestation par la police. Tu as vu la vidéo de ces 2 moments. Qu'en as-tu pensé? Je pense qu'ils ont réagi vite car ils savaient sûrement qu'ils avaient des images et les ont examinées. De toute évidence, si tu interviens sur une scène où il y a 2 victimes décédées d'un possible homicide, la première chose que tu vas faire, c'est récupérer les caméras, télécharger les images et essayer de découvrir où se trouve le suspect. On fait cela pour les tireurs actifs, comme à l'Université d'État du Michigan, où il y a quelques années, la photo a été diffusée rapidement et il a été arrêté à quelques kilomètres. Tu partages cette photo pour la police, c'est ce qu'on veut, et dans ce quartier, il y a des images partout. Ils savaient sûrement que c'était lui et l'ont localisé, probablement via le téléphone obtenu grâce à sa sœur. Ils ont localisé son portable et savaient où il était, visible à son entrée dans le magasin, très mélancolique. Oui, quelle était son attitude? Tu as tué tes parents. Eh bien, soi-disant. Ouais, soi-disant, mais c'est ça l'état d'esprit. Puis tu pars. Et puis, dès que le premier contact a été établi avec les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les mains, s'est allongé par terre, totalement coopératif. Il savait à ce moment-là que c'était fini. Aucune résistance. Tant de choses nous échappent. Nous suivrons l'affaire. Mon collègue Chris Stewart s'en charge aussi. Nous voulons rassembler tous les détails pour bien comprendre ce qui s'est passé ici. Nous allons suivre cela au fur et à mesure que le processus judiciaire avance. Shérif, avant de vous laisser partir, vous m'avez offert ce cadeau incroyable. Ceci a été fabriqué par des survivants de la traite des êtres humains. Expliquez-nous un peu plus à ce sujet. Parce que je pense que c'est un travail vraiment important que vous faites. Et de porter ceci,
car nous couvrons malheureusement beaucoup de cas différents de traite des êtres humains et d'abus sexuels. C'est un honneur de le porter. Pouvez-vous expliquer davantage leur travail? C'est un cadeau de reconnaissance de survivants dont vous ignorerez toujours les noms et visages pour le travail accompli par vous et l'équipe d'Abrams Media. Je vous ai été présenté grâce à mon expérience avec Chris Hansen et notre travail. Je lutte contre la traite des êtres humains depuis 8 ans. J'ai débuté avec International, puis Ghost, devenu l'équipe d'intervention contre l'oppression humaine globale à Flint, Michigan. Vous savez, on fait beaucoup de travail pour beaucoup de gens et on arrête des prédateurs et des pédophiles. Mais on aide aussi les victimes à devenir des survivantes. Il y a environ 2 ans, j'ai été contacté par 2 sœurs, Shannon et Amanda Sloan, qui ont créé une entreprise appelée Ring True. Je reste toujours prudent avec ceux qui tentent de monétiser ou de profiter de Ghost. Elle m'a simplement dit « Nous avons lancé une entreprise dans des foyers de survivantes pour qu'elles puissent faire quelque chose de leurs mains et créer une activité, et c'est une entreprise de bijoux. » Je suis donc allé faire une visite. Et j'observais ces survivantes qui prenaient tellement de fierté à assembler simplement un bracelet ou un collier. Cela a mené à une relation plus profonde, puis à la création du bracelet Ghost. Oui. Ce qui est intéressant à propos de cela, cependant, c'est que chaque bracelet est fabriqué par les mains de survivantes qui, à un moment donné, ces mains faisaient partie du crime dont elles ont été victimes. Et maintenant, elles peuvent créer un bijou que vous pouvez porter. Et elles signent une carte au dos pour que vous sachiez exactement qui l'a fabriqué. Oui, tu l'as juste là. Juste là, au dos de cette carte, tu peux lire Oui, tu peux le voir juste là. « C'est moi, retourne-la pour que je la signe comme félicitation pour la liberté. » Disons qu'il zoome juste là. Enfin, c'est Chris. Et puis juste derrière, c'est fait main par Karen. Oui. Tu vois ça? C'est incroyable. Signé par elle. Signé par elle, c'est génial. Et donc, je voulais juste te dire merci à toi et à Alissa pour toujours raconter l'histoire. Il faudra qu'on soit unis pour perturber l'algorithme de la traite des êtres humains. Oui, eh bien, tu fais un excellent travail. Tu fais vraiment un excellent travail. Nous, on essaye juste de couvrir ça du mieux qu'on peut. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Bonne fête à toi et ta famille, mon frère. Félicitations pour ton succès. Merci, c'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.